Abandonné par Disney, est une série de creepypastas qui tournent autour de l'abandon présumé de certains complexes hôteliers par Disney, dans les Bahamas et aux États-Unis, sans explication apparente. La creepypasta « Abandonnée par Disney » a été écrite à l'origine par Slimebeast, un auteur de récits d'horreur bien connu sur Internet, qui a créé plusieurs creepypastas virales, tels que Funny Mouth, I Hate You et Lost Episode. L'histoire d'Abandonné par Disney raconte qu'à un moment indéfini dans les années 2000, Disney aurait investi 30 millions de dollars dans un complexe hôtelier dans les Bahamas, appelé Treasure Island. Selon l'histoire, il l'aurait ensuite abandonné sans raison convaincante. D'après la creepypasta, il y aurait eu un autre complexe abandonné par Disney dans des circonstances mystérieuses. Ce dernier se trouvait près de la ville balnéaire d'Emerald Isle, en Caroline du Nord, et devait être un complexe sur le thème de la jungle, nommé Mowgli's Palace. Selon Slimebeast, le projet aurait été extrêmement controversé dès le départ, Disney ayant prétendument fait des choses douteuses pour acquérir le terrain nécessaire à la construction du palais. Néanmoins, la creepypasta mentionne que la construction du Mowgli's Palace a été achevée et qu'il a même accueilli des touristes pendant un certain temps, avant d'être inexpliqué et abandonné dans des circonstances assez floues. L'auteur de l'histoire affirme ensuite avoir visité le complexe abandonné pour prendre des photos et voir ce qu'il pourrait y trouver. Et c'est à ce moment que l'histoire devient vraiment perturbante. Selon le récit, le complexe avait été quasiment dépouillé et laissé à se détériorer au fil des ans. La plupart des objets suffisamment grands pour être emportés avaient été volés, ne laissant que des bureaux, des réfrigérateurs, des statues abandonnées, d'autres objets divers, et les bâtiments eux-mêmes comme témoins de ce qui fut un jour le Mowgli's Palace fonctionnel. Il est également allégué que Disney aurait relâché ses animaux exotiques sur le site après avoir abandonné le complexe, y compris les requins qu'ils gardaient dans leur aquarium et leurs pythons de 24 mètres de long, dont l'un aurait soi-disant glissé juste devant l'auteur de la creepypasta, qui l'aurait d'abord pris pour une statue. De manière perturbante, la creepypasta mentionne que des dizaines de murs, escaliers et objets abandonnés dans le complexe avaient été tagués avec les mots « abandonnés par Disney », probablement par des employés mécontents, exaspérés par les agissements douteux de l'entreprise. À un moment donné dans l'histoire, l'auteur affirme qu'il est descendu les escaliers pour entrer dans une pièce étiquetée « Mascot Only », mascotte uniquement, et qu'il y a découvert une version en négatif photo d'un costume de Mickey Mouse qui, d'une manière ou d'une autre, prit vie et se décapita devant lui pour l'effrayer. Évidemment, chaque détail de cette histoire, du début à la fin, est totalement fictif. Il en va de même pour toutes les autres histoires faisant partie de cette série abandonnée par Disney. Cependant, cette histoire était en réalité inspirée par des événements réels. Il y avait autrefois un véritable complexe sur une véritable île que Disney abandonna mystérieusement à la fin des années 90. Entre 1974 et 1999, Discovery Island, situé dans le lac Bay Lake en Floride, était une attraction populaire de Disney ouverte au public, qui y venait pour voir les nombreuses espèces d'animaux sauvages errant dans le paysage tropical. De manière inquiétante, le complexe a été accusé de cruauté envers les animaux après que l'entreprise ait admis que quelques vautours étaient de mort après avoir été capturés par ses employés. Pour des raisons mystérieuses, non précisées, Discovery Island a été fermé en 1999 et le nom a été attribué à l'une des zones du parc Animal Kingdom de Disney. Depuis sa fermeture, l'île a été laissée à l'abandon, exposée aux éléments, et au fil des années, ces structures ont subi d'importants dégâts dus aux ouragans. Fait intéressant, en 2024, tous les bâtiments et attractions de l'ancien complexe sont toujours présents sur l'île, ce qui lui confère une ambiance à la fois inquiétante et nostalgique. Aujourd'hui, la zone est totalement interdite au public, mais cela n'a pas empêché quelques explorateurs urbains de s'y aventurer et de découvrir des choses assez perturbantes. En 2004, l'explorateur urbain Shane Perez a visité l'île 5 ans après son abandon, nageant à travers 90 mètres d'eau glacée infestée d'alligators pour atteindre Discovery Island et passer la nuit à explorer les vestiges du mystérieux complexe. Curieusement, lors de leur visite,
Shane et ses amis ont découvert que plusieurs lumières sur l'île étaient toujours allumées de manière inexplicable. Plus perturbant encore, ils ont trouvé des objets bizarres dans les hangars abandonnés, y compris des serpents fourrés dans des bouteilles de Coca-Cola, et une série d'animaux laissés derrière par Disney lors de la fermeture de l'île, ce qui rappelle fortement ce qui est mentionné dans la creepypasta fictive. Bien que Shane et ses amis n'aient pu explorer que la moitié de l'île avant que le soleil ne se lève à nouveau, ils ont téléchargé toutes leurs découvertes sur un article de blog, désormais tristement célèbre, qui a été repris par les médias. Évidemment, cela n'a pas fait une très bonne publicité pour Disney, et à la suite de son intrusion, Shane a été banni à vie de tous les complexes Disney. Toutefois, cela a déclenché une vague d'intrigues autour de l'île qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Au fil des années, quelques autres explorateurs urbains ont tenté d'explorer l'île, donnant lieu à des vidéos, des articles de blog et des photos assez intéressants. De nos jours, l'île est sous surveillance constante et très stricte 24 heures sur 24, ce qui rend quasiment impossible l'exploration pour un civil ordinaire. Cependant, l'île abandonnée, devenue sujet de creepypasta, fait partie des nombreuses choses qui ont irréparablement terni la perception publique de Disney. Il est assez clair qu'au-delà des costumes de souris mignons et de la façade de contes de fées, il existe toute une partie de l'entreprise que les dirigeants ne souhaitent définitivement pas que le public voie. L'homme souriant. En avril 2012, un utilisateur de Reddit nommé Blue Title a posté une histoire intitulée The Smiling Man. L'histoire raconte qu'à un moment donné de l'année 2012, Blue Title est allé se promener seul au milieu de la nuit, à Seattle, Washington, après que son colocataire soit endormi. Entre 1h et 2h du matin, il a aperçu un homme étrange dansant à l'autre bout de la rue. Selon les propres mots de l'utilisateur, c'était une danse étrange, semblable à une valse, mais il terminait chaque pas avec une étrange démarche en avant. On pourrait dire qu'il dansait en marchant, se dirigeant directement vers moi. Au début, Blue Title essaie de contourner l'homme en lui donnant autant d'espace que possible pour éviter de le croiser, mais l'homme continue de se rapprocher. Ce qui est le plus perturbant dans le récit, c'est la description de l'apparence de l'homme. Selon le post original, l'homme était grand et mince, portait un vieux costume et avait une expression terriblement étrange sur le visage. Ses yeux étaient grands ouverts et sa tête était inclinée en arrière, comme s'il regardait le ciel. Ce qui était encore plus dérangeant, c'est que sa bouche était tordue dans un sourire forcé, semblant fixé de manière permanente sur son visage. Pour résumer l'histoire, l'homme souriant a fini par poursuivre Blue Title sur plusieurs blocs avant que l'utilisateur ne le sème et ne rentre chez lui sain et sauf. Il y a beaucoup plus de détails sur la poursuite, mais je les laisse de côté pour simplifier. D'après ce qui est mentionné dans le post, l'utilisateur a continué à vivre dans la ville pendant 6 mois supplémentaires, sans jamais ressortir seul la nuit. Cela semble être le genre d'histoire que l'on lirait et qu'on rejetterait immédiatement comme étant fausse, mais The Smiling Man est l'un de ces récits pour lesquels il n'y a vraiment aucune raison de ne pas croire en sa véracité. Après que l'histoire ait été postée, The Smiling Man est devenu une sorte de légende urbaine et une creepypasta classique, souvent partagée sur des forums de terreur et même adaptée en plusieurs courts-métrages viraux au fil des années. Pourtant, l'histoire originale n'était pas conçue comme une creepypasta, mais elle l'est devenue avec le temps. L'auteur continue d'insister sur le fait que l'incident est réel. Pour donner un peu de contexte, le subreddit Let's Not Meet, où l'histoire a été publiée à l'origine, a été créé pour que les gens partagent leurs expériences réelles de rencontres effrayantes qu'ils ont vécues en personne. Selon les règles du subreddit, aucune histoire fictive ou paranormale n'est autorisée, et toute indication qu'un récit est inventé entraîne généralement la suppression immédiate du post. Cela montre que les administrateurs de Let's Not Meet font un grand effort pour maintenir la qualité et l'authenticité des histoires partagées. Cela ne veut pas dire que des histoires fabriquées ne passent pas entre les mailles du filet de temps en temps, mais je ne pense pas que The Smiling Man en fasse partie. En étudiant l'activité de Blue Title sur d'autres subreddits, j'ai constaté qu'il semble honnête et authentique, discutant souvent de sujets comme les arts martiaux, la musique et d'autres sujets sans lien avec les creepypastas ou les récits d'horreur sur Internet.
Le fait que The Smiling Man soit pratiquement la seule histoire que l'utilisateur ait racontée depuis l'ouverture de son compte en 2012 est un bon indicateur qu'elle est vraie. De plus, des dizaines d'utilisateurs, au fil des ans, ont affirmé avoir vu l'homme souriant eux-mêmes. Et souvent, c'est l'auteur original qui intervient dans les discussions pour vérifier les faits et dénoncer les embellissements ou les détails fabriqués. Bien sûr, cela ne constitue pas une preuve irréfutable que The Smiling Man était réel, mais je suis sincèrement enclin à croire que cet événement s'est vraiment produit. Quant à ce que les intentions de l'homme souriant étaient ce soir-là en 2012, c'est difficile à dire. Je suppose que l'homme était soit sous l'influence de drogue, soit mentalement instable, soit qu'il cherchait vraiment à déranger Blue Title sans raison. Avec les années écoulées depuis cet incident, nous ne saurons probablement jamais ce qui s'est réellement passé. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est qu'il est probablement bien que l'OP se soit échappé quand il l'a fait. On ne sait jamais ce qu'une personne clairement déséquilibrée peut être capable de faire, surtout lorsqu'il n'y a pas de témoins autour. C'était en 1991. En avril 2015, un utilisateur de Reddit avec le pseudonyme mystérieux I'm Sorry Michael a publié une histoire bouleversante sur le subreddit No Sleep, dans laquelle il racontait son expérience en tant que témoin d'un enlèvement d'un enfant de 4 ans sur un terrain de jeu scolaire au début des années 90. Il est important de garder à l'esprit que le subreddit No Sleep ne publie pas toujours des histoires vraies. En fait, presque jamais. C'est un lieu essentiellement dédié aux creepypasta. Mais vous verrez pourquoi ce détail n'est pas si important dans un instant. Le post était intitulé « The year was 1991 ». L'année était 1991, et dans celui-ci, l'auteur raconte comment il est arrivé sur le terrain de sport d'une école pour jouer au ballon avec des amis de la famille un jour de printemps. Dès son arrivée, il aperçoit un petit garçon portant une veste bleue qui court sur le terrain de jeu près du terrain de sport. Soudain, un van sombre et suspect se gare près du terrain de jeu, juste au-dessus de la zone de marelle. Quelques secondes plus tard, un homme vêtu d'un costume de grizzly de mauvaise qualité sort du véhicule, promet au garçon des bonbons et l'emmène dans le van avant de repartir. D'après le poste, l'auteur se précipite immédiatement dans son propre véhicule pour poursuivre le van, mais comme il ne connaissait pas bien la région, il se perd. Lorsqu'il appelle les secours, l'opérateur lui reproche d'effectuer un canular et raccroche. Ce n'est que le lendemain que l'auteur découvre dans les informations qu'un garçon de 4 ans, nommé Michael Donaghy, avait disparu du terrain de jeu la veille. Fait intriguant, après quelques recherches, j'ai pu confirmer que Michael Donaghy était un véritable enfant disparu, et cela s'était bien passé sur un terrain de jeu en 1991, ce qui rend ce post Reddit incroyablement effrayant. L'histoire réelle remonte au 24 mars 1991, lorsque Crystal Donaghy, la mère de Michael, se rendait à un entraînement de football féminin à l'école élémentaire Blanchard, à Victoria, en Colombie-Britannique. À son arrivée vers 12h30, Michael lui demanda s'il pouvait se rendre seul sur le terrain de jeu. Immédiatement, Crystal sentit qu'il y avait quelque chose d'étrange, mais elle laissa son fils y aller sous la condition qu'il y reste jusqu'à ce que son père arrive à l'école. Malheureusement, à l'arrivée de son père, Michael avait disparu. Une recherche fut immédiatement lancée et Michael fut officiellement déclaré disparu. Ce jour-là, le petit garçon portait une veste à capuche bleue, un t-shirt Teenage Mutant Ninja Turtles, un pantalon de rugby et des baskets bleues. Malgré l'immense effort de recherche, qui devint rapidement l'une des plus grandes enquêtes policières de l'histoire du Canada, Michael n'a jamais été retrouvé. Au fil des années, la police a reçu plus de 11 000 pistes concernant la disparition, mais aucune n'a mené à une découverte significative. Étrangement, bien qu'il y eût de nombreuses personnes sur le terrain ce jour-là, il n'y avait aucun témoin direct de la disparition de Michael. La seule information qu'ils ont pu obtenir d'un passant était qu'un homme dans la quarantaine ou la cinquantaine, conduisant un van marron, avait été vu près du terrain de jeu autour du moment de la disparition. Dans l'ensemble, de nombreux détails de l'enquête officielle correspondent parfaitement au récit sur Reddit, mais la majorité de ces éléments n'ont jamais été confirmés par la police. Il est donc probable que l'auteur ait totalement inventé cette histoire,
Mais cela ne change rien au fait que cette histoire soit basée sur un événement réel. Malheureusement, étant donné que la disparition a eu lieu il y a plus de 35 ans, il est peu probable que Michael soit retrouvé un jour. Les meurtres d'Alice. Les meurtres d'Alice sont une légende urbaine japonaise selon laquelle, de 1999 à 2005, une série de meurtres brutaux et inexpliqués aurait eu lieu dans différentes villes du Japon. D'après la légende, chaque victime aurait été tuée de manière différente, mais le seul lien entre les meurtres était le fait qu'une carte à jouer était retrouvée près ou sur les corps des victimes lorsque la police ou des passants les découvraient. Plus perturbant encore, la légende mentionne que sur les cartes à jouer, le tueur écrivait le nom Alice avec le sang de la victime. Par exemple, l'une des victimes aurait été enterrée dans une tombe peu profonde, avec un symbole de la dame de trèfle marquant l'entrée. Une autre carte représentant le roi de carreau aurait été retrouvée coincée dans la main d'une autre victime dans un bar. Au fil du temps, cette légende a été adaptée par les internautes, se transformant en une creepypasta, avec de nouveaux détails ajoutés à l'histoire originale, comme cela arrive souvent. Bien que les détails spécifiques des meurtres d'Alice soient fictifs, ils sont en réalité basés sur une histoire vraie, tout aussi terrifiante. En 2003, un ancien militaire devenu agent de sécurité à Madrid, Alfredo Galán Cetillo, a tué un homme de 50 ans, Juan Francisco Ledesma, d'une balle dans la tête devant son fils de 2 ans. Ensuite, Alfredo a tué 5 autres victimes au cours du mois suivant, toutes choisies au hasard et sans raison apparente. Après avoir tué sa deuxième victime, il a laissé une carte de tarot avec un as de trèfle près de la scène du crime, ce qui a attiré l'attention des médias, leur permettant de donner à Alfredo beaucoup plus de notoriété que ce qu'il méritait. Grâce à cette attention, il a continué à tuer 4 autres victimes et à en blesser gravement 3 autres, laissant souvent des cartes de tarot sur les lieux du crime pour correspondre à l'image médiatique qu'on avait forgée de lui. En plus des cartes, le tueur avait un modus operandi particulier. Toutes ses victimes étaient abattues à bout portant et choisies au hasard, contrairement à de nombreux tueurs en série qui, eux, repèrent leurs victimes avant de les tuer. Le 3 juillet 2003, le tueur aux cartes se rendit à la police, ivre, et avoua immédiatement les meurtres qui avaient secoué Madrid cette année-là. Lorsqu'il fut sobre, il tenta de revenir sur ses aveux, mais il était trop tard. Il avait déjà révélé à la police des détails sur les marques sur les cartes qui n'étaient pas accessibles au public. De plus, lors de l'enquête, il fut révélé qu'avant de commettre ces meurtres, le tueur souhaitait bonjour à ses victimes et leur ordonnait de s'agenouiller avant de les exécuter. En 2003, Galán a été condamné à 142 ans de prison, une peine qu'il purge toujours à ce jour. En 2023, Netflix a produit un documentaire à son sujet intitulé The Playing Card Killer. Finalement, c'est probablement ce que cherchent vraiment ces tueurs, une forme de célébrité. Heureusement, il ne sortira pas de prison de sitôt. Le doppelganger. Le doppelganger est une creepypasta assez bien connue qui raconte l'histoire fictive d'un enfant nommé Trey qui vivait avec ses parents dans une petite région rurale de l'est du Tennessee. Basé sur le post original Reddit intitulé The Doppelganger, le père de Trey, Henry, était un garde du comté qui rentrait souvent tard du travail. Une nuit, Henry rentra chez lui et informa hésitamment sa femme et son fils qu'un de ses collègues était porté disparu depuis 2 jours. Ce même soir, les parents de Trey lui firent promettre de ne pas ouvrir la porte à quiconque, même pas à ses propres parents. Le lendemain, Henry annonça à sa famille que le corps de son collègue Mike avait été retrouvé près d'un ruisseau. De façon inquiétante, il mentionna que bien que Mike ait été porté disparu pendant seulement 2 jours, son corps semblait être là depuis au moins 2 semaines, lorsque les autorités l'ont retrouvé. Cela signifiait bien sûr que quelqu'un se faisait passer pour Mike depuis plusieurs jours, passant du temps avec sa famille et vivant sa vie en prétendant être lui. Cette nuit-là, lorsque Trey monta dans sa chambre, il entendit un coup frapper à sa fenêtre. C'était la voix de son père qui lui demandait de le laisser entrer, prétendant qu'il était sorti vérifier quelque chose et s'était accidentellement enfermé dehors. De façon étrange, c'est alors que le père de Trey apparut dans l'embrasure de la porte,
en levant un doigt sur ses lèvres pour signaler à son fils de se taire. Après avoir effrayé celui qui se trouvait à la fenêtre, la famille se rassembla à la table de la cuisine, craignant pour leur vie. Plus tard dans la soirée, l'imposteur tenta à nouveau d'entrer dans la maison prétendant être le père de Trey. Cette fois, Henry appela ses amis policiers pour les aider à retrouver l'imposteur. Pendant que son père était dehors, Trey monta dans sa chambre pour se cacher sous les couvertures, et quand son père revint, il gronda Trey et sa mère de ne pas avoir verrouillé la porte d'entrée. Néanmoins, la famille alla se coucher, et le lendemain matin, Trey se réveilla avec une odeur nauséabonde venant de la chambre de ses parents. Il se rendit vite compte que ses parents n'étaient pas chez eux. En ouvrant la porte du placard de ses parents, le corps d'une femme ressemblant exactement à sa mère tomba au sol. Dès que ses parents rentrèrent chez eux, ils inventèrent une histoire pour expliquer ce qui s'était passé, en adoucissant certains détails afin que leur fils ne soit pas encore plus traumatisé. La creepypasta se termine par Trey remarquant que les cheveux de son père étaient d'une teinte noire différente de d'habitude, laissant l'histoire en suspens. Évidemment, pratiquement tout dans cette creepypasta est entièrement inventé. Mais l'histoire elle-même est basée sur une maladie appelée le syndrome de Capgras. Le syndrome de Capgras est une véritable condition psychiatrique où les gens sont convaincus que leurs membres de famille et autres personnes proches ont été remplacés par des imposteurs ou des doubles. D'après mes recherches, j'ai découvert que les personnes atteintes du syndrome de Capgras finissent souvent par devenir agressives, voire violentes, envers leurs proches qu'elles accusent d'être des imposteurs. Et de manière inquiétante, une corrélation assez claire a été trouvée entre le syndrome de Capgras et les homicides violents au sein des familles. J'ai également découvert que les personnes ayant des troubles neurologiques préexistants, tels que la maladie de Parkinson, l'épilepsie et les AVC, sont plus susceptibles de développer le syndrome de Capgras, tout comme les personnes souffrant de schizophrénie et de maladies similaires. Un cas particulier qui a attiré mon attention impliquait un vétéran de 24 ans qui s'est rendu à la police pour avouer avoir été violent avec sa petite amie. Étonnamment, lorsque les policiers ont appelé sa petite amie pour obtenir sa version, elle a précisé que les accusations étaient totalement fausses et que son petit ami n'avait aucun antécédent de violence. Ce qui a suivi fut une série d'événements assez confus où le patient a révélé qu'il était convaincu que sa famille entière était composée d'imposteurs. Inquiétant, il prétendait que sa mère avait été remplacée par un employé du gouvernement envoyé pour lui arracher une confession concernant son comportement pendant son service militaire. Apparemment, le jeune homme se sentait coupable d'avoir fait des siestes pendant les heures de travail et d'avoir frappé un mur pendant le camp d'entraînement, et il avait peur que sa mère l'apprenne. Bien que l'homme ait affirmé avoir également été violent avec sa mère, elle a nié les accusations et a assuré au médecin que son fils n'était pas une personne violente. Heureusement, après traitement, le jeune homme alla mieux. Mais je ne peux qu'imaginer combien il doit être terrifiant de se réveiller en étant convaincu que sa famille n'est en réalité pas sa famille, et de ne plus être reconnu par quelqu'un que vous aimez.